Bienvenue pour ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Aujourd'hui, notre photo du jour nous montre l'impressionnante baie de Hong Kong, au faux air de New York asiatique et juste devant un chantier gigantesque, celui de la future gare qui assurera bientôt une liaison à grande vitesse entre Hong Kong et le continent chinois. Une gare qui comprendra une zone spéciale sous l'autorité de la Chine et de sa police, ce qui suscite une véritable levée de boucliers, car cette nouvelle surveillance chinoise est perçue comme un nouveau coup porté au statut semi-autonome dont bénéficie Hong Kong depuis 1997. 20 ans après sa rétrocession à la Chine, Hong Kong est donc à la croisée des chemins. Son fragile équilibre entre Orient et Occident, intégration à la Chine communiste et liberté démocratique est aujourd'hui menacé. Alors Hong Kong pourra-t-elle encore longtemps cultiver son système et son identité à part ? Le territoire de Hong Kong se compose d'un archipel comptant 200 îles et îlots, dont l'île de Hong Kong à proprement parler, avec Central, son quartier d'affaires. En face, la péninsule Kowloon. Enfin, les nouveaux territoires, qui représentent 90% de l'espace et relient Hong Kong à la Chine continentale le long d'une frontière stratégique de 30 km. Au total, le territoire compte 1100 km², soit autant que la Martinique ou la ville de Berlin. Sauf que les 3/4 de ce territoire sont très montagneux et donc difficilement constructibles. Résultat, même si la ville a gagné 67 km² en polder, les 7,3 millions d'habitants se concentrent sur 280 km², faisant de Hong Kong une des villes les plus densément peuplées au monde, avec en moyenne 27 000 habitants par km² et un nombre record de gratte-ciel. Dans certaines parties du quartier de Mong Kok, on atteint même la densité de 400 000 habitants au km², soit 2,5 m² par habitant. Pas étonnant donc que Hong Kong soit la ville la plus chère au monde pour se loger. Politiquement, Hong Kong constitue depuis sa rétrocession à la Chine après 150 ans de colonisation britannique, le 1er juillet 1997, une RAS ou région administrative spéciale, au même titre que Macao. Et économiquement, c'est l'un des principaux centres de commerce mondiaux grâce à son port de containers, 5e mondial, son aéroport de fret, le 1er, son quartier d'affaires qui héberge les sièges régionaux des grandes multinationales, c'est la 3e place financière après New York et Londres. Notons cependant que la concentration des richesses et l'opacité de ces banques sont régulièrement dénoncées. Les principales sources d'investissement étrangers vers Hong Kong sont 2 paradis fiscaux, les îles Caïmans et les îles Vierges britanniques. Résultat, le PIB par tête des Hongkongais a été multiplié par 15 en 30 ans et ils sont devenus plus riches que les Britanniques, les Taïwanais ou les Coréens. 7% sont des étrangers, en majorité venus d'Indonésie, des Philippines, d'Inde, mais aussi de France, d'Australie ou du Royaume-Uni. C'est ce rôle d'interface entre la Chine et le reste du monde qui fait la richesse de Hong Kong, qui fut jadis un petit port de pêche et de pirates. Alors faisons un peu d'histoire pour comprendre. En 1839, les marchands de Manchester et Liverpool veulent ouvrir de force l'empire chinois au commerce qu'ils dominent, notamment celui de l'opium venu des Indes britanniques. Pékin ayant perdu la première guerre de l'opium en 1842, elle est contrainte d'ouvrir 5 ports au commerce international et de céder d'abord l'île de Hong Kong, puis plus tard Kowloon et les nouveaux territoires pour un bail de 99 ans. La nouvelle colonie a 3 centres de pouvoir, le siège du gouverneur nommé par Londres, l'hippodrome, rendez-vous des banquiers, et à partir de 1865, HSBC, la Hong Kong and Shanghai Banking Corporation, au cœur de tous les échanges avec la Chine. Sa bourse et son port en eau profonde transforment le territoire en maillon essentiel de l'économie monde britannique. Car Hong Kong se trouve, comme Singapour, Bombay, Aden ou Port Saïd, au débouché des grandes routes commerciales, et juste en face de Canton, aujourd'hui Guangzhou.
Mais c'est après la prise de pouvoir par Mao de Pékin, en 1949, que le rôle de la colonie britannique va s'accroître. Les milieux d'affaires de Shanghai et Guangzhou déménagent en effet leurs affaires à Hong Kong, qui devient ainsi la vitrine du capitalisme face à la Chine communiste. En pleine guerre froide, la ville regorge d'espions et de mafias, les fameuses triades. Un peu plus tard, Hong Kong développe une industrie textile et électronique qui s'exporte à bas prix, confectionnée par une main-d'œuvre abondante. Chaque année, en effet, 100 000 paysans fuient la misère du continent rouge. De 1945 à 1980, la population du territoire est ainsi multipliée par 8, passant de 600 000 à 5 millions d'habitants. Et puis enfin, Hong Kong est utile pour Pékin. C'est par là que passe le commerce chinois avec les puissances non communistes, Malaisie, Japon, Royaume-Uni, RFA, ainsi que les transferts financiers de la diaspora chinoise vers le continent. Ce mouvement va s'accélérer après 1978, lorsque la Chine se convertit au capitalisme sous Deng Xiaoping. En 1980, Shenzhen, juste en face, devient la première zone économique spéciale ouverte aux étrangers. Les hommes d'affaires de Hong Kong fournissent savoir-faire et capitaux, au total, plusieurs centaines de milliards de dollars, permettant ainsi le décollage du pays et l'éclosion des milliers d'entreprises du delta de la rivière des Perles. Mais en échange de leur soutien à la politique de Deng, le Parti communiste et l'armée chinoise exigent de ne jamais abandonner les provinces chinoises perdues, c'est-à-dire Taïwan, Macao et Hong Kong. Après 2 ans de négociations, Margaret Thatcher s'engage donc en 1984 à rendre sa souveraineté à la colonie, assortie de garanties. Hong Kong conservera après 1997 une économie capitaliste dotée d'un cadre politique libéral pour une durée d'au moins 50 ans. C'est le sens de la fameuse formule « un pays, 2 systèmes ». Conformément à l'accord sino-britannique, Hong Kong bénéficie d'une semi-démocratie. Concrètement, les lois y sont votées par un conseil législatif de 70 membres, dont 35 élus au suffrage universel. Le chef de l'exécutif est élu par un comité électoral de 1200 membres, représentant surtout le monde des affaires tourné vers la Chine. 20 ans après la rétrocession, le territoire est régulièrement secoué par des manifestations. Étudiants et classe moyenne exigent plus de démocratie et moins d'ingérence chinoise. Sauf que le Hong Kong de 2017 n'est plus celui de 1949. Son modèle de capitalisme globalisé a désormais conquis toute la Chine. Hong Kong passe maintenant pour une ville chinoise, presque comme une autre. Alors regardons encore une fois le delta de la rivière des Perles, dont on voit l'explosion urbaine ici entre 1993 et 2013. En 2015, le port de Shenzhen a dépassé en tonnage celui de Hong Kong et en 2016, sa bourse celle du territoire en termes de capitalisation. Après 10 ans de croissance à 2 chiffres, Shenzhen et Guangzhou produisent aujourd'hui chacune plus de richesses que Hong Kong, moins dynamique et vieillissante. Et leur niveau de vie, déjà le plus élevé de Chine, est sur le point de rattraper celui de la région spéciale. Un chiffre résume cette normalisation. Si en 1992 le PIB de Hong Kong représentait un quart de celui de la Chine, aujourd'hui, il en représente moins de 3%. Pékin cherche aujourd'hui à intégrer Hong Kong à la mégapole de 65 millions d'habitants qui l'entoure. Lors de sa visite en juillet 2017, Xi Jinping a non seulement passé en revue la garnison chinoise basée au centre de Hong Kong, mais il a aussi annoncé la création de la grande baie région Guangdong-Hong Kong-Macao d'ici 2020. Une région grande comme la Suisse, au PIB équivalent à la Corée du Sud ou l'Espagne, est dominée par les nouvelles technologies, le rôle d'atelier du monde étant désormais laissé au Bangladesh ou au Vietnam. Pour cela, Pékin investit massivement pour arrimer Hong Kong à cette mégalopole. Cette année, l'un des plus longs ponts du monde entre Macao et Hong Kong sera inauguré. S'y ajoutera une nouvelle ligne à grande vitesse Hong Kong-Guangzhou. Et bientôt des trains de banlieue grande vitesse et un réseau autoroutier pour interconnecter toute la région. Les Hongkongais s'inquiètent de cette absorption dans une Chine autoritaire. En 2003, des manifestations avaient empêché de justesse l'inscription d'une clause interdisant la sécession du territoire dans la constitution locale.
En 2014, l'occupation du quartier d'affaires par la population, le fameux mouvement des parapluies, exigeant l'élection directe du chef de l'exécutif, est également réprimée. Et en 2016, des élus indépendantistes ont été interdits de siéger sous pression de Pékin. Sur place, en effet, le bureau de liaison chinois, véritable gouvernement parallèle, bloque toute démocratisation. Et l'exécutif local, proche des milieux d'affaires, reste pro-Pékin en raison de l'interdépendance des deux économies. On l'aura compris, l'absorption d'Hong Kong par la Chine est en cours, même si les habitants disent qu'ils se sentent de plus en plus hongkongais. Après avoir été un îlot de prospérité capitaliste dans la Chine communiste, aujourd'hui c'est toute la Chine qui a adopté le modèle capitaliste et Hong Kong a donc perdu sa singularité. Alors il lui reste bien sa liberté, sauf que même dans ce domaine, la Chine reprend aujourd'hui la main. Selon Amnesty International, la situation des droits de la personne à Hong Kong a été la pire en 2016 depuis 20 ans. Comme l'a récemment déclaré Xi Jinping, toute activité qui met en danger la souveraineté de la Chine est totalement inadmissible. Un message pour les Hongkongais qui a le mérite d'être clair. Pour aller plus loin, ce numéro de la revue Critique, Hong Kong prend le large, sous la direction de Sébastien Weigue, fin connaisseur d'une ville où il vit depuis plusieurs années. Et puis ce numéro de China Perspective qui revient sur les enjeux démocratiques et notamment sur le mouvement des parapluies. Ainsi s'achève ce numéro du Dessous des cartes. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine, même endroit, même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas notre site internet arte.tv. À bientôt.